Donc, deuxième partie. Toc. Et un petit schéma sur la construction du psychisme. Peut-être ça fait double emploi avec des choses que j'avais déjà vues. Bon, si c'est le cas, deux fois, c'est pas forcément un mal. Donc, le fonctionnement du psychisme, c'est un schéma qui est connu, qui est simple. Alors, on va dire ceci. Au départ, si je dis au départ, c'est parce que dans l'embryologie, c'est ce qui se fait en premier. Donc, c'est l'ensemble des besoins, des désirs et des pulsions. Alors, je précise que ce tableau, il n'appartient pas à une école. Je veux dire que moi, je n'ai pas du tout envie de me lancer dans une polémique qui mettrait en opposition la psychologie clinique, la psychologie comportementale, la psychanalyse, la psychiatrie. C'est pas ça mon but. Le tableau que je propose là, il est acceptable, il est accepté par tout le monde. Il y a des nuances, mais on ne va pas entrer dans des polémiques d'école qui sont hors de propos, et puis qui en plus, dans la vraie vie, on s'en fiche un peu, on travaille tous les uns avec les autres. Par exemple, j'ai mis dans le même sac besoin, désir, pulsion. En réalité, c'est trois tiroirs différents, mais pour simplifier les choses, j'ai mis un seul tiroir avec besoin élémentaire, les désirs et les pulsions. On pourrait me chicaner en disant oui, mais t'as mis les désirs. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est quelque chose qui pulse. Voilà. Triebe en allemand, sous l'effet de l'allemand. S'il n'y avait que ça, ce serait insupportable. C'est-à-dire que je veux, je fais. Quelqu'un m'énerve, je lui tape dessus. Quelqu'un me plaît, je le ou la viole. S'il n'y avait que le ça, alors appelez ça comme vous voulez, c'est une instance qui est pulsionnelle et qui meurt juste avant que vous ne mouriez. Hein, quand les gens meurent de mort dite naturelle, c'est-à-dire en fait de crise du rémi, en réalité, quelques heures avant, quelque chose disparaît. Alors vous avez des infirmières, des aides-soignantes, des internes, des aides-soignantes qui ont cette capacité à percevoir que Monsieur Martin, eh bien, il va mourir demain. Mais sans qu'il y ait de signes cliniques. C'est assez affreux d'ailleurs, parce qu'on se dit, mais on sent que quelque chose n'est plus là, c'est quelque chose qui est l'ordre de la pulsion. Alors nos camarades asiatiques, ils appellent ça le ki quand ils sont japonais, le chi quand ils sont chinois, l'anima pour les chrétiens. Enfin, bon, il y a une série d'éléments qui sont remarquables. La deuxième situation où le ça disparaît, c'est l'anorexie. Je vous rappelle que une anorexique, il y a une vingtaine d'années, on a eu l'idée, je dis on parce que j'étais aussi dans ce genre de problématique, le temps qu'on ait trouvé ce qui se passait dans une problématique familiale compliquée, l'idée c'est de mettre une jeune femme, ou un jeune garçon d'ailleurs, dans un coma artificiel, de le nourrir par sonde nasogastrique en disant bah, au moins on va le nourrir artificiellement le temps qu'on comprenne ce qui se passe. Et avec horreur, nous sommes aperçus que la personne mourait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le ça, il n'y avait pas cette espèce de pulsion qui fait que on métabolise la nourriture, c'est-à-dire les sels minéraux, plus les vitamines et les calories. Voilà. Et alors que si vous avez un accident de voiture avec, je ne sais pas, 17 fractures, on vous met en coma artificiel, on vous nourrit par sonde nasogastrique et on peut vous garder des mois en vie. Voilà. Donc le ça, c'est essentiel. S'il n'y avait que le ça, ce serait monstrueux. Et heureusement, nous avons... Alors, ça ressemble à une maison, c'est parce que quand j'ai fait ce tableau il y a quelques années, je ne savais pas encore faire les cours avec le logiciel, donc au départ, c'est une cocotte minute. Voilà, mais mal dessiné, on dirait une maison. Vous m'excuserez cette maladresse, je vais le refaire. Heureusement, vous avez les interdits familiaux, quand ils sont structurés, petite nuance. Vous avez la loi et l'éthique quand elle est structurée,
petite nuance, et vous avez le principe de réalité qui fait que le ça ne peut pas être intégralement réalisé. Si quelqu'un m'exaspère dans mon métier, j'ai envie de prendre un sabre et de couper la tête, eh ben, la loi, l'éthique, et puis le principe de réalité, je me vois mal arriver en réunion de synthèse avec un sabre en disant bah, tu m'énerves, une tête en moins, ça ne se fait pas. Donc il y a une sorte de contrôle. Alors vous avez vite compris que, ma petite parenthèse, si c'est structuré, c'est-à-dire si l'interdit est structuré par un discours et une pratique, puisque l'enfant entend les choses par modélisation plus que par intégration d'un discours, fût-il éthique, si c'est structuré, ça fonctionne. Si ça n'est pas structuré, eh bien le ça va prendre un pouvoir absolument redoutable. Ça va devenir l'enfant roi, ça va devenir des pathologies modernes, entre guillemets, en tout cas identifiées et revendiquées récemment, les hyperactives, etc. Je dis bien revendiquées parce que je ne suis pas sûr vraiment que ça corresponde à une clinique particulière. Mais bon, ça c'est une position personnelle, je n'ai pas à mêler là-dedans. Et cet ensemble interdits familiaux, plus loi éthique, plus principe de réalité, on va appeler ça le surmoi. Mais vous l'appelez comme vous voulez. Si vous trouvez que surmoi, ça fait trop freudien, appelez-le autrement, peu importe. Toujours est-il qu'il y a dialectique entre quelque chose qui pousse, qui est la pulsion, hein. Pulsion, ça vient de pulser en latin, trieb en allemand, et quelque chose qui résiste, qui fait couvercle. Alors, s'il n'y avait que ça, il y aura un effet qui existe dans certaines pathologies, un effet cocotte-minute. Par exemple, quelqu'un qui a des désirs énormes, donc qui a un ça extrêmement puissant, qui a un surmoi extrêmement puissant, il est bien élevé, eh bien, il va passer à l'acte au bout de quelques mois. Je vous rappelle que le violeur moyen, enfin peut-être que vous avez vu, je ne sais pas si vous avez des cours de criminologie ou une approche, mais le violeur moyen en France, il a 37 ans, il a 2 enfants, 3, enfin, en moyenne, ça ne veut pas dire qu'il a... Il est marié, il est plutôt C+, donc il est plutôt sociologiquement intégré, et surtout, il n'a donné, accrochez-vous bien, il n'a donné aucun signe de dysfonctionnement. Et dès lors qu'il sera arrêté par les forces de gendarmerie ou de police, eh bien, les voisins diront « on n'avait rien vu, il a gardé mes petites filles, il gardait mes enfants, il était poli, bien élevé ». Ça veut dire que s'il n'y a que le rouge et le bleu, c'est-à-dire s'il n'y a que le ça et le surmoi, on a des effets cocotte-minute et on a des passages à l'acte qui sont extrêmement spectaculaires. Pour mémoire, encore une fois, parlez-en à les sociologues, ils seraient plus avisés que moi, mais vous avez des révoltes populaires qui obéissent à ce fonctionnement. Il y a des manifestations violentes qui obéissent à ce système-là, c'est-à-dire un ça cohérent et énergique, un surmoi qui a été longtemps une barrière importante, puis là, seul coup, la cocotte-minute explose. Voilà. Mais heureusement, c'est rarissime, puisqu'il y a, alors ça ressemble à une cheminée, mais en fait c'est une soupape de cocotte-minute, encore une fois, mon dessin est nul. C'est une soupape, et les soupapes les plus courantes, vous avez le rêve, dont on sait... Alors, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais on commence quand même bien à voir la fonction. On sait que les gens qui dorment peu, ou qu'on empêche de dormir, vont avoir des passages à l'acte extrêmement violents. Et l'hypothèse, c'est que le rêve ne leur sert pas de soupape de sécurité. Voilà. Le rêve étant une sorte de langage symbolique, de paralangage symbolique, qui permet de mettre en scène un désir inassouvi. Voilà. Je schématise. Si vous voulez des questions supplémentaires, vous m'envoyez un mail et je vous réponds. On se donne rendez-vous par
un moyen quelconque, c'est pas un problème. La somatisation, alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne vais pas dire que toutes les pathologies sont la version hystérisée d'un conflit psychique non abouti, mais on va dire que une bonne partie des asthmes, une bonne partie des affections de la peau, c'est-à-dire eczéma, psoriasis, même des zonas, j'ai eu des patients qui avaient des zonas qui résistaient à tout, pourtant c'est viral, et la cause était psychosomatique. C'est-à-dire qu'il y avait un tel conflit entre le ça et le surmoi que la seule manière de résoudre ce conflit, c'était une invalidité partielle ou non. J'ai même eu des paralysies d'hystérie. Dans les périodes de guerre ou de traumatisme grave, vous avez des cécités d'hystérie. Vous avez des gens qui perdent la vue. En fait, le nerf optique fonctionne bien. La partie du cerveau qui gère la vue fonctionne bien, mais ils ne veulent pas voir. Donc il y a des cécités d'hystérie, il y a des paralysies d'hystérie, il y a des stérilités d'hystérie. Moi j'ai eu une bonne vingtaine de couples. Alors, évidemment, on commence d'abord par dire allez voir un bon gynéco, un bon andrologue, un bon endocrinologue. Et s'ils reviennent en disant mais normalement tout devrait marcher, c'est pour moi, enfin c'est pour les psys, ça veut dire qu'il y a une pulsion de mort qui se promène, il y a une angoisse de donner la vie qui se promène, des choses extrêmement intéressantes qui, ne pouvant pas se parler, eh bien, vont passer par le biais évidemment douloureux d'une soupape qui est la somatisation. Voilà. Il y a toute une littérature là-dessus. Si vous cherchez sur Internet, vous trouverez dans les sites sérieux, des sites des CHU, de l'INSERM, du CNRS, il y a des tas de choses tout à fait intéressantes. Si vous voulez, je vous en donnerai d'autres. Le défoulement, c'est-à-dire que si j'en veux à quelqu'un de manière vraiment violente parce qu'il m'exaspère et je trouve qu'il fait des erreurs cliniques ou autres, le fait d'aller couper du bois pendant une demi-heure ou une heure et demie dans mon jardin, ça va sûrement me calmer. Pas complètement, mais ça aide quand même. La catharsis, alors là c'est plus élaboré, ça fait allusion, je ne sais pas si vous avez des souvenirs de philo, à la catharsis d'Aristote. Aristote, dans la Poétique, un de ses ouvrages majeurs, il définit la tragédie comme étant la catharsis des passions, et il dit que l'homme, et la femme évidemment, souffrent de passions, et que ces passions sont dangereuses socialement, mais que si on assiste à des tragédies, donc à la mise en scène des passions, on va être ému par ce qu'il appelle la crainte et la pitié, dia eleu kai phobou en grec ancien, et on va donc être en partie guéri de ces passions. Donc la catharsis, ça veut dire en grec purgation ou purification. C'est le mot qu'a donné Cathare, vous savez, les albigeois qui voulaient une version du christianisme extrêmement pure. Ça vient de ce mot-là. Voilà. Et encore une fois, la catharsis implique une mise en forme sociale, une mise en forme symbolique, et je redis ce que j'ai déjà suggéré tout à l'heure, le fait de passer par un bureau, de passer par une institution, de passer par une loi, de passer par un règlement, de passer par un jugement, par exemple, ça fait partie de la catharsis. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, aux dames ou aux messieurs qui se font violer de porter plainte. Parce qu'une fois qu'on porte plainte, eh bien, c'est l'institution qui prend en charge symboliquement, qui dit qui est coupable, qui dit qui est victime, qui intègre une sanction correspondant à la peine, autrement dit, qui évite d'être torturé en permanence par un conflit majeur entre ça et surmoi. Donc, la catharsis, c'est vraiment un outil fondamental. Et on va dire que tous les métiers d'éducation, tous les métiers de soins, tous les métiers du social, comme vous, tous les métiers de la thérapie, comme moi, on a cette même fonction de faire passer la pulsion de l'état, entre guillemets, proche de l'état brut de fonderie. En grec, ça se dit ulé, hein, la forme quasiment brute, et on essaie de faire passer de cette forme quasiment brute à une forme satisfaisante, symbolique, c'est-à-dire le langage, l'institution, la rationalité. La théâtralisation, le fait de pouvoir théâtraliser sa pulsion permet de jouer avec.
La parole, je veux dire, si je trouve que quelqu'un est complètement abruti, je ne peux pas lui dire t'es abruti. Mais je vais lui dire ah, en ce moment, t'es pas au mieux de ta forme intellectuelle. C'est la même chose. Si vous vous souvenez de votre cours de première en français, il y a l'euphémisme et la litote. Vous avez dû voir ça, je suppose, vous en souvenir. Chimène, dont l'amoureux, le Cid, a tué son père, a tué le père, ne peut pas lui dire je t'adore. Donc elle lui dit va, je ne te hais point. Ça veut dire qu'elle a la rhétorique verbale pour pouvoir dire un sentiment fort sans pour autant s'y noyer complètement. Et c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement important, c'est vraiment bien. L'art, c'est sans doute la catharsis la plus efficace. Je donnerai un exemple. Vous vous souvenez de Guillaume Apollinaire, il est amoureux d'une peintre célèbre qui le jette assez violemment. Il a envie de mourir. Elle habite rive droite à Paris, il habite rive gauche. Et il dit je vais me jeter dans la Seine parce que perdre une femme pareille, c'est Marie Laurencin pour ceux et celles qui connaissent la peinture impressionniste. Marie Laurencin. Et il a l'idée, au moment où il va enjamber le parapet du pont Mirabeau, il a l'idée de lui écrire un poème en disant au moins elle saura qu'elle a jeté le meilleur poète de mon époque. Il rentre chez lui, il lui écrit Le pont Mirabeau, qui est un superbe poème d'amour, et il n'a plus envie de mourir. Ça veut dire que la catharsis a fonctionné. Et pour l'avoir vécu plusieurs fois avec des patients et des patientes, quand on leur dit vous avez vécu des choses abominables, écrivez-les, mettez-les en scène, dessinez-les, etc., etc., eh bien la distanciation se fait, la mise en forme se fait, et on est dans une catharsis liée à l'art, et c'est extrêmement efficace. Les grandes sonates de Beethoven, Appassionata, Pathétique et Clair de Lune, sont offertes à une comtesse, j'ai oublié son nom, polonaise, qui ne voulait pas de ce cher Beethoven, qu'il trouvait moche, etc. Et vaut mieux qu'il ait écrit des sonates plutôt qu'il se soit pendu dans une grange. Enfin, et pour lui et pour nous. Et peut-être pour la comtesse aussi, d'ailleurs, je ne sais pas. Ensuite, ça, on appelle ça le symbolique. Donc, pour l'instant, nous avons 3 instances. Nous avons le ça, qui pulse, le surmoi, là, qui verrouille, et le symbolique qui permet le dégagement vers une forme. Mais pour que ça fonctionne, il y a une 4e instance qui est une sorte de filtre. Donc c'est quelque chose qui permet de laisser passer ou non des éléments. C'est donc un filtre, c'est donc un maillage, un filet, et ce filtre et ce filet, qui est la petite flèche verte qui vient d'apparaître, et qui régule le lien entre ça et sur moi, ça s'appelle l'inconscient. Alors, comme je ne vous ai pas en présentiel, je ne peux pas faire le test, mais je mettrai sur le site un test qui a été fait sur plus de 36 000 personnes, ça commence à bien faire, et qui sert à mettre en évidence l'inconscient. Je le résume rapidement, tant pis, vous ne le ferez pas. Hein. On lit à des gens, alors j'ai fait ça avec des élèves de 3e, avec des étudiants, avec des gens normaux, avec des parents, avec des travailleurs sociaux, avec des gens qui travaillent dans l'industrie, enfin peu importe, hein, mais ça a été refait par d'autres collègues. Et pour mémoire, les anglophones font pareil avec un texte d'Edgar Poe, les Espagnols avec un texte de Lorca, les Allemands avec un texte de Goethe, et les Chinois avec un poète dont j'ai oublié le nom, imprononçable pour moi, du 19e siècle. Et nous, on travaille avec un texte de Baudelaire qui s'appelle « À une passante ». Alors, je ne sais pas si vous connaissez le poème « À une passante ». Donc, l'exercice est le suivant. Pour mettre en évidence ce fichu inconscient, qui pose problème à tout le monde, on fait lire par l'ordinateur le poème. Donc l'ordinateur le lit avec une voix métallique. En fait, il démolit le poème. La rue assourdissante
autour de moi, hurlaient, moi, je buvais, etc. etc. Et l'ordinateur lit les mots dans l'ordre ou dans le désordre. Comme c'est une expérience scientifique, il a fallu aussi lire les mots avec un logiciel de randomisation pour que ce soit publiable. Enfin voilà. Donc, les gens écoutent ce texte-là, ils ne savent pas ce qu'on va en faire, et dès la lecture du texte terminé, on leur dit vous allez nous mettre par écrit les mots dont vous vous souvenez. Alors on va dire qu'une classe de 4e, 3e, ils se souviennent de 7, 8, 9 mots. Bon, des gens habitués à l'analyse, on va dire, moi, c'est des psychiatres ou des profs de lettres, ils mémorisent une quinzaine de mots. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des mots qui sont occultés par tout le monde. Par exemple, le mot douceur, douleur, plaisir, tue, fascine, germer, renaître, ils sont occultés par 96% des gens. Donc le mot douleur, il est entendu par le psychisme, mais il y a une sorte de protection qu'on appelle l'inconscient, qui est un bouclier. Et pourquoi 96% des gens oublient ce mot-là? Alors, je ne vous dis pas la tête de psychiatres ou d'internes en psychiatrie qui se disent qu'ils sont quand même bien formés intellectuellement, qui oublient douleur, douceur, plaisir. Ça l'affiche mal, quoi. Et c'est parce que la douceur ou la douleur, enfin la douceur et le plaisir, où on l'a, on n'est pas sûr que ça dure, où on l'a pas et on en crève. Donc l'inconscient, il fait son travail de filtre, de bouclier, et il protège le psychisme. C'est le même processus, alors en moins spectaculaire, que l'amnésie rétrograde. Vous avez vous assistez à un accident, vous participez, vous êtes victime d'un accident de voiture monstrueux, eh bien votre psychisme, votre inconscient, il va mettre entre parenthèses le souvenir de l'heure qui précède et de l'accident. Ça s'appelle un ictus mémorié ou une amnésie partielle rétrograde, enfin peu importe. Et heureusement qu'il y a ça. Heureusement, parce que sinon on serait abasourdi et accablé par un ensemble de stimulus extrêmement blessants. Donc on oublie. Alors, c'est simple. Quand vous avez ce tableau, vous avez ça, sur moi, symbolique, inconscient. Ben, pour résumer les choses, quand vous prenez le DSM-4, le DSM-4, c'est la Bible de tous les psys du monde entier. Enfin, maintenant, on en est à la version numéro 5, d'ailleurs. C'est un ouvrage qui fait 1500 pages, où vous avez une description méthodique de toutes les pathologies et les troubles du comportement. Alors, on peut ne pas être d'accord avec tout. Bon, j'avais dit, tout le monde l'utilise. Alors, pour mémoire, c'est un bouquin qui est très cher, mais il est sur mon site. J'ai oublié, entre guillemets, de mettre un code. Oh mon Dieu, quel étourdi! Ça veut dire que si vous voulez avoir un bouquin qui est la Bible de tous les psychiatres, vous le téléchargez et vous pourrez le consulter comme vous voulez chez vous. Téléchargez-le de nuit ou avec un bon débit parce qu'il est extrêmement lourd, il fait 1500 pages, c'est quand même du gros... Voilà. Eh bien, quand on regarde l'ensemble des pathologies décrites dans ces 1500 pages, eh bien, c'est clair, on pourrait les classer. Il y a un bruit bizarre là. On pourra les classer comme étant un dysfonctionnement d'un de ces éléments. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un dysfonctionnement du surmoi, ils ont telle pathologie. Du ça, ils ont telle pathologie. Du symbolique, telle pathologie. Et de l'inconscient, telle pathologie. On va dire que dans les psychoses foudroyantes, eh ben, ce sont des gens qui ont les 4 éléments, les 4 instances qui sont en dysfonctionnement. Et on va dire que dans le champ social, la plupart du temps, les dysfonctionnements sociaux,
c'est un dysfonctionnement du surmoi et du symbolique. Et pourquoi ça nous concerne? Donc vous, moi, les enseignants, parce que notre rôle, si j'ose dire, on a un rôle commun, c'est de restaurer le surmoi quand il y a besoin, donc mettre des cadres. Quand vous envoyez des enfants en famille d'accueil, c'est pas vous, mais vous y participez avec un juge pour enfants, etc., eh bien, vous pensez qu'il y a des failles narcissiques majeures et qu'il faut impérativement un cadrage, et que ce cadrage, il a besoin et d'amour et de loi, et donc vous allez reconstituer un surmoi efficace. Le placement d'un enfant, c'est ça. Amour et loi. Quand vous avez des dysfonctionnements liés à la violence, au harcèlement, eh bien, notre travail, je dis notre parce que là, pour le coup, on a le même, les enseignants, vous et moi, eh bien, c'est restaurer du symbolique. C'est-à-dire, on va apprendre aux gens à le dire autrement, on va faire des rapports, le rapport, c'est une manière de dire autrement, on va mettre en place une distance épistémologique, c'est-à-dire une distance par rapport à l'affect, de manière à raconter les choses sans avoir le cœur qui monte à 180, et on va mettre en place un système de langage avec un S, qui permette de mettre des mots sur la pulsion. Bon, l'inconscient, on peut difficilement agir dessus, mais vous aurez remarqué qu'il y a des manières d'alourdir l'inconscient, d'alourdir le bouclier. On va dire que l'alcoolisme, que la consommation de drogue, que la consommation de neuroleptiques, d'anxiolytiques est une manière de densifier l'inconscient. Donc, c'est une manière d'espérer avoir la paix. Je dis espérer parce que il faut bien un jour en sortir. Il y a des gens qui prennent un Lexomil par jour ou deux pendant des années, ou qui prennent du Prozac, ou qui prennent du lithium. Oui, et c'est une manière de filtrer les émotions. Alors, je ne sais pas quelle est votre position là-dessus. Moi, j'en ai une, mais peu importe. On va dire qu'une émotion, c'est une courbe qui monte. C'est une courbe de dopamine, adrénaline, sérotonine. Eh bien, quand vous prenez une des manières d'empêcher que ça monte trop, c'est ou bien je suis éduqué, donc je cadre, et puis quand ça ne marche pas pour X raison, eh bien, je prends un tranquillisant ou un antidépresseur ou un anxiolytique. Là, je mélange les trois. Là. Mais si vous voulez des précisions, je vous ferai l'explication des différences. Et ces courbes de montée, eh bien, ces médicaments vont écrêter, vont empêcher que ça monte trop. Donc vous aurez moins d'angoisse, vous aurez moins d'anxiété, mais vous aurez aussi moins de désir. Cela dit, si quelqu'un me dit j'ai des angoisses, j'ai des désirs qui sont absolument ingérables et qui me dit je veux prendre des neuroleptiques, je ne dis pas non, je dis ponctuellement oui. Alors à terme, il faudra que vous appreniez à gérer vos désirs mieux et vos angoisses mieux. Mais à terme, si quelqu'un a envie ou besoin de prendre anxiolytiques, antidépresseurs ou neuroleptiques, bah soit, hein, je n'ai pas de position religieuse là-dessus, on est bien d'accord. Mais à terme, plus on a le langage qui permet d'exprimer les choses, et moins on est en souffrance. Et quand je dis langage, c'est institution, c'est rituel, c'est l'ensemble de tous ces comportements qui permettent de se distancier par rapport à l'affect. C'est ça l'idée vraiment, l'idée fondamentale, c'est ça. L'idée, oui. Une question. Donc ça veut dire que si on est face à quelqu'un qui a un problème d'alcool, enfin d'addiction, pour densifier son inconscience, ça passe par le langage. Oui, alors l'idée, c'est qu'il faudrait qu'il puisse avoir un autre système que l'alcool pour accepter ses désirs. Et pour ça, il faut passer par des structures, et c'est extrêmement difficile. Le plus efficace ou le moins inefficace, ce sont les alcooliques anonymes. Toutes les études le montrent. Hein. Moi, il m'arrive d'avoir des personnes qui viennent consulter au cabinet avec des addictions. Et honnêtement, les alcooliques, je préfère les envoyer aux AAA parce que statistiquement, ils sont plus efficaces que nous. Voilà.
Il y a d'autres addictions, la thérapie est assez efficace, mais pour l'alcoolisme, il faut que ce soit collectif, qu'il y ait une prise en charge collective, il faut qu'il y ait une sorte de famille qui vous aime et qui vous surveille. Et si vous promenez un jour dans un groupe d'alcooliques anonymes, ça a pu vous arriver, je ne sais pas, je ne vous connais pas, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ces groupes-là restructurent une famille qui a fait défaut. Ça veut dire qu'à la fois, on est responsable de quelqu'un est responsable de nous, les systèmes de parrainage, et je reconnais que c'est ce qui est le plus efficace pour ce genre de pathologie. Pour que les gens reprennent un code affectif qu'a raté quand ils avaient 3 ans, 4 ans. Voilà. Le cours que je fais au CHU, c'est sur les troubles d'attachement. Si vous allez sur YouTube, il y a un des cours d'ailleurs qui est publié sur les troubles d'attachement. Il y a une visio qui est publiée de libre accès. Vous allez sur YouTube, Jean-Pierre Bénin, vous trouvez. Hein. Et les troubles d'attachement, ça veut dire qu'il y a des ratés entre 0 et 3 ans, mais des gros ratés, c'est réparable. Mais c'est réparable en trouvant des familles, entre guillemets, artificielles ou institutionnelles plus tard, dont les alcooliques anonymes. Et le gros du travail, ça va être de permettre à la personne d'être aidée pour pouvoir alléger son inconscient, alléger son bouclier, et donc ne pas avoir besoin d'un litre de whisky par jour, ou de 20 joints par jour, ou de sa dose de cocaïne, hein, parce que c'est pareil, hein, enfin, par rapport au fonctionnement psychique, ou sa dose de Lexomil, Anafranil, enfin, je ne vous fais pas la liste des Atarax et compagnie, je ne vous fais pas la liste des médicaments. Donc, bien vous dire que vous, dans votre métier, vous aurez essentiellement à restaurer du surmoi et du symbolique. Vous toucherez rarement au ça et à l'inconscient, ça c'est vraiment un travail pour les psychiatres et les cliniciens. Mais le surmoi, donc, ce qui cadre, oui. Le rituel, oui. Le symbolique, oui. Donc ça veut dire que vous êtes un peu des spécialistes de l'institution et du langage. Et quand on voit des échecs, parce que parfois il y a des échecs, et de vos métiers et du mien, etc., et des enseignants, eh ben, c'est qu'on n'a pas réussi à instituer un langage. On n'a pas réussi à instituer des codes. On n'a pas réussi à instituer des rituels. Par exemple, il y a des assistants, des éducateurs spécialisés qui vivent dans les rues avec les bandes, et c'est un travail très compliqué parce que dès qu'ils essayent de mettre des cadres, des paroles, ils se font jeter. Donc ils sont obligés de jouer le jeu, mais tout en ne le jouant pas. C'est un métier extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Donc l'idée, c'est que vous ayez en tête ce schéma, et puis à avoir en tête comment moi, en tant que professionnel, je peux donner du langage, je peux donner des cadres. Il y a des gens avec qui je travaille qui savent très bien, ils ont un bureau qui est bien organisé, il faut entrer des gens dans leur bureau, dire, mais voilà, asseyez-vous, ça va être calme, on parle lentement, c'est pas la peine de parler fort, tout va bien se passer. Eh ben, ils arrivent exactement à donner un cadre à ce qui pourrait être pulsionnel. Donc il faut soi-même être relativement à l'aise, mais je suppose que vous l'êtes, avec les pulsions. C'est vrai que vous avez des parents, ils battent leurs enfants, ou des hommes qui battent leurs femmes, mais manifestement, il leur manque des mots pour parler de sentiments, pour faire des compliments, pour donner leur seuil de tolérance ou de tolérabilité, et du coup ça explose. Cet écart entre le bleu et le rouge, là, il est redoutablement compliqué à gérer. Quand vous avez des couples qui ne produisent pas de signifiant, donc ni de signifiant d'amour, ni de signifiant de désir, ni de signifiant de mécontentement. Donc les gens encaissent, et ça explose. Effet cocotte minute. D'où l'idée de produire du signifiant, de complimenter, et de dire ce qu'on a, enfin, ce qui vous tient à cœur, de dire ce qu'on a envie.
Là, c'était Noël il n'y a pas longtemps. Il se trouve que je fais partie d'un numéro vert organisé par Dijon pour les gens qui sont un peu traumatisés par le virus. Et il y en a beaucoup. Et donc des gens qui pensent que c'est la fin du monde, qu'il n'y a aucun espoir, enfin des choses un peu compliquées qui ressemblent au millénarisme qu'on a déjà connu historiquement. Donc ce n'est pas un mécanisme nouveau, c'est un mécanisme connu, documenté et repéré. Mais quand même, ça fait mal aux gens. Et il y a des gens qui se tapent dessus, parce qu'ils ont été bloqués dans un appartement pendant le premier confinement, et bah, dans le déroulé de la thérapie, on dit aux gens, mais est-ce que vous savez, vous, ce qui vous ferait plaisir? Oui, oui, d'accord. Et votre épouse, elle le sait? Non. Et si vous voulez vous amuser à réfléchir sur le signifiant, vous apercevez que bah, on ne dit pas ce qu'on veut. C'est pour ça qu'à la fête des mères, il y a un nombre considérable de dames qui reçoivent une friteuse, une saucière, un fer à repasser, et qu'il y a beaucoup d'hommes qui reçoivent à la fête des pères un caleçon et une paire de chaussettes, qui n'est pas forcément le comble du bonheur, je veux dire. Voilà. Et bien tout simplement parce qu'en amont, il n'y a pas eu de signifiant, donc il n'y a pas eu de symbolique, vous avez compris le vocabulaire, qui permettent de mettre des mots sur des désirs. Et si vous voulez vous amuser, enfin, le faites pas parce que c'est peut-être risqué, mais c'est assez drôle. Vous prenez 4 feuilles de papier, vous donnez 2 feuilles à votre conjoint, si vous êtes, ou conjointe, enfin, peu importe, vous gardez les 2 autres. Sur une feuille, vous mettez ce qui vous fait vraiment plaisir, donc soit les actes, soit les cadeaux, soit les gestes, etc. Les 20 éléments qui vous font plaisir, et vous mettez sur l'autre feuille les 20 éléments dont vous pensez que ça fait plaisir à l'autre. L'autre remplit les mêmes 2 feuilles, et 15 jours après, vous changez. Fou rire, garanti. Il n'y a rien qui correspond. Il y a une phrase de Lacan qui a été mon maître il y a très longtemps, qui disait, c'est une phrase très pessimiste, hein, donc il faut la prendre au second degré, qui disait « Aimer, c'est vouloir donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. » N'allez pas vous pendre après, hein, ça ferait mauvais effet. Mais c'est redoutable comme phrase. C'est redoutable. Alors, une fois qu'on a compris ça, il faut essayer de comprendre pourquoi ça dysfonctionne. Pourquoi alors, je ne vais pas insister sur le ça et l'inconscient, parce que ce n'est pas le propos. Et nous, sur la thématique de la violence, c'est plutôt sur moi, et essentiellement, c'est symbolique qui dysfonctionne. Donc c'est éducatif. C'est déjà bien, hein. C'est-à-dire que du coup, on n'est pas dans une pathologie innée, on n'est pas dans une analyse de la schizophrénie ou de psychose lourde, on est dans le fait qu'une personne n'a pas la bonne boîte à outils. Elle n'a pas une boîte à outils avec de quoi exprimer des sentiments. Voilà. Est-ce que vous connaissez le mot alexithymie? Ça vous dit rien? Alors, alexithymie, c'est une pathologie plutôt masculine. Ça vient, alors A, c'est alpha privatif en grec, lexis qui veut dire le mot, et thymie, T-H-Y-M-I-E, qui veut dire le centre des humeurs et des passions. Donc l'alexithymie, c'est le fait de ne pas pouvoir, ou de ne pas savoir mettre des mots sur les sentiments. Et il se trouve que c'est plutôt une pathologie masculine. C'est lié au trouble de l'inconscient, à la relation à la mère, enfin bon, il y a une explication qui est tout à fait intéressante, mais ça veut dire que si vous ne pouvez pas dire à l'autre ce qui vous inspire ou ce qu'elle vous inspire, aussi bien dans le bonheur que dans l'exaspération, eh bien la cocotte minute peut agir. Alors que si vous pointez clairement, si vous mettez des signifiants sur ce qui vous exaspère ou ce qui vous plaît, eh bien, la pulsion de l'autre et la pulsion de vous-même pourront s'articuler et se tresser de manière vivace, et si possible plaisante.
Je passe au... Ben, le moi, oui, le moi, ce serait un peu l'articulation, rêvons un peu, hein, soyons optimistes, l'articulation d'un ça puissant, d'un surmoi structuré, d'un symbolique nourri et riche en signifiant, et d'un inconscient souple. Bon, cela dit, ça c'est la version optimiste. On a tous des petits éléments qui coincent, ça s'appelle des névroses, ou alors on a tout qui coince, ça s'appelle la psychose. La névrose, ça attaque, imaginez que le psychisme soit un camembert, la névrose va colorer votre rapport à vous-même, au monde et aux autres sur 15 degrés, donc une tranche de camembert. La psychose, c'est 100%. Donc le jour où vous tombez sur un psychotique, c'est plus de votre ressort, c'est du ressort de la psychiatrie. En gros, il peut y avoir un écart, c'est le début de la crise, on le verra demain, pas demain, après-demain. Il y a un écart entre le monde tel qu'il est et tel que vous auriez voulu qu'il fût. Quand il y a un écart important, on est triste et on peut décompenser. Donc je répète, écart entre le monde tel qu'il est et tel que vous auriez voulu qu'il fût. Ça s'appelle techniquement une dissonance cognitive. Vous allez à un rendez-vous, vous avez bien rêvé, bien imaginé, puis l'autre, il est de mauvaise humeur, il est pas bien, voilà, ça gâche tout. C'est-à-dire qu'il y a une dissonance cognitive, on en a tous plus ou moins. Et il y a deux solutions, ou bien bon, on s'en va, ou bien on essaie de modifier l'autre, ce qui est un peu compliqué. Mais il y a des moments, le psychotique, au lieu de dire ben, je vais essayer d'améliorer le réel, qu'est-ce qu'il fait le psychotique? Il supprime le réel. Donc le schizophrène paranoïaque, il a sa vision du monde telle qu'il aurait voulu qu'il fût, ou qu'il soit, parce que c'est présent, eh bien le réel, il le supprime. Alors, il vaut mieux qu'il soit charcutier que chef d'État. Voilà. À l'évidence. Donc, je passe, si ça veut bien. Alors, je rappelle, encore une fois, peut-être que vous le savez, mais je préfère rappeler les choses pour être plus clair. Quelles sont les étapes nécessaires pour grandir? Vous allez voir qu'il y a des enjeux auxquels peut-être vous ne pensez pas. Alors ça c'est le temps, voilà, en jaune c'est le temps, et vous avez première étape, le nourrisson. Le nourrisson, je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui ont des bébés entre 0 et 3 mois, 4 mois, le nourrisson il est dans une fusion, la première fusion, il y en a une autre après, intégrale à la mère. Fusion intégrale. Je vous rappelle, mais vous le savez peut-être, vous êtes dans une pièce, vous êtes maman d'un bébé, vous êtes dans une pièce et le bébé est dans son berceau, donc de l'autre côté du mur, vous mettez en colère ou vous avez une tristesse violente, et bien le bébé, à 3 mètres dans une autre pièce, il a les mêmes montées de neuromédiateurs. Ce qui est assez magique. On ne sait pas. On le constate à chaque fois, on ne sait pas vraiment l'expliquer pour l'instant. Voilà. À l'inverse, la dame, la maman, a du plaisir ou du bonheur, donc elle a un taux d'ocytocine et de dopamine qui va monter. Eh bien, que se passe-t-il avec le bébé qui est à 3 mètres derrière le mur? Il a la même montée d'ocytocine et de dopamine. La même. Quand vous êtes père, c'est agaçant ça, hein, parce que nous, on a beau faire tous nos efforts en tant qu'homme, il se trouve que je suis un homme, on n'a pas cette relation fusionnelle au bébé. Il faut que ça passe par le langage un peu plus tardif. Mais on n'a pas une relation hormonale à ce point-là. Autrement dit, on va dire que le nouveau-né, il a un individu objet partiel, voilà. Et il a un moi qui est dilué dans le moi maternel.
Donc, nourrisson, c'est ça. Alors, évidemment, vous vous dites, c'est bien joli ça, mais il faut bien que le nourrisson en sorte. Et déjà, si vous avez un peu d'expérience de la vie, vous devez connaître des gens qui sont jamais sortis de cette structure-là. Il y a des gens dont on dit, il est dans les jupes de sa mère, il est fusionnel avec sa mère, ça veut dire ils n'ont pas été séparés, oui, je fais le geste de la séparation, de cette fusion. Alors, deuxième étape, l'enfant. Alors, l'enfant en latin, ça veut dire infans qui ne parle pas, hein, mais bon, peu importe. Alors, fusion 2, alors il y a toujours une fusion, mais il y a un début d'altérité. C'est-à-dire, l'enfant commence à dire non. Il commence à dire non. Hein. Donc, il y a un commencement de séparation. Autrement dit, le moi, il est dilué dans le moi maternel et commence à apparaître un autre moi. Alors, ici, je l'ai appelé paternel. On est bien d'accord qu'il ne s'agit pas forcément du père, ni même d'un monsieur. Hein. Là, je parle de fonction. Donc ici, j'ai mis paternel parce que ça simplifie les choses. En réalité, pour être très précis, on va parler de tiers séparateur, qui peut être un homme, qui peut être une femme, qui peut être le papa biologique, qui peut être un oncle, des civilisations où c'est l'oncle, qui peut être une tante, enfin, on s'en fiche. C'est quelqu'un dont la fonction va être d'apprendre l'altérité à l'enfant. Et tout à l'heure, j'ai fait allusion aux enfants et aux adolescents pour lesquels l'altérité n'est pas apprivoisable. C'est-à-dire, il y a une sorte de pathologie sociale. Alors, à terme, c'est le sociopathe, hein, enfin, à l'extrême. C'est-à-dire, vous leur proposez une solution, une situation autre que ce qu'ils connaissent, et ils vont être totalement perdus, donc agressifs. Moi, j'ai vu des gens, vous devez en connaître, non seulement ils sont fidèles à leur quartier ou à leur cité, mais à leur immeuble, voire à l'escalier de leur immeuble. Ils disent, nous, l'escalier D, on est bien, l'escalier E, ce sont des tarés. Ça veut dire que leur monde est structuré sur une matrice maternelle au départ, et personne ne leur a appris, ni les enseignants, ni le père, peut-être parce qu'il n'y en a pas, hein, enfin, le tiers séparateur, ni un moniteur quelconque, que le monde extérieur pouvait s'apprivoiser. Donc là, vous serez confronté à des mécanismes de violence que vous repérerez vite. Dès qu'on veut sortir quelqu'un de sa zone de confort, eh bien, il va renacler, sauf si on lui apprend qu'on peut sortir de sa zone de confort sans risque et qu'on peut accéder à l'altérité, c'est-à-dire d'autres gens, d'autres codes, d'autres espaces, d'autres rituels, d'autres temporalités, sans que ce soit une blessure. Ça, c'est une analyse qui est fondée sur la clinique, c'est-à-dire quelque chose d'empirique. Vous avez des gens, on va le voir tout à l'heure sur les causes de la violence ou de l'agressivité, on ne leur a pas appris un code extérieur. On leur a appris un code universel. Donc changez-les de quartier, changez-les de famille, de collège, ils vont être tout perdus. Ça va dans tous les sens. Hein. J'ai un séminaire à Paris, à l'INSERM, que j'ai le plaisir et l'honneur d'animer, et ils sont entre 180 et 200, et depuis 2 ans, ils sont tous chefs de clinique ou déjà médecins évidemment, et ils sont tous, accrochez-vous, enfants de médecins. Et cette année, les 2 tiers, c'est la 3e génération de médecins. Ça veut dire, que l'ascension sociale, ça ne marche plus trop. Ça veut dire aussi que eux, qui sont des gens respectables, adorables, je les aime évidemment, mais le jour où ils ont à discuter avec un ouvrier agricole, ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas faire. Parce que ça n'aurait jamais arrivé. Le jour où ils vont discuter avec un chômeur, ils ne savent pas faire. Le jour où ils vont accueillir à l'hôpital en urgence un samedi soir à 2h du mat une femme alcoolique battue par son mari,
Ils ne savent pas lui parler, sauf si elle est de leur groupe social. Donc, en fait, chaque communauté a tendance à s'isoler. Hein. Donc, ne me faites pas dire que seul le sous-prolétariat serait comme ça. Pas du tout, pas du tout, du tout. Tout groupe social a tendance à s'isoler et à renacler, à aller visiter le vaste monde et visiter d'autres groupes sociaux, d'autres ethnies, d'autres religions. C'est-à-dire qu'on a tendance à rester fusionnel. Alors, je suppose que vous qui avez choisi d'être travailleurs sociaux, vous n'êtes pas dans ce cas-là. Parce qu'en tant que travailleurs sociaux, votre boulot, c'est justement d'être dans le lien social avec l'altérité. A priori, ce que je dis, heureusement, ne vous concerne pas. Troisième étape, la préadolescence. La préadolescence, vous avez une diffusion, première étape de la diffusion. L'individu est toujours objet, parce qu'il est quand même très canalisé par la modélisation via les neurones miroirs sur un comportement familial, mais il commence à s'opposer. Comme on dit, il va avoir des étapes identificatoires, rock'n'roll, anarchiste, caractériel, enfin, etc., qui sont des postures, c'est pas bien grave. Et il commence à exister en tant que sujet. Mais il va plus s'opposer que se créer. Il va avoir besoin de passer par des images identificatoires, tout simplement. Autrement dit, il a des moi expérimentaux flous, encore imaginaires. C'est-à-dire un préado, ça ne se voit pas trop. Souvent, les préados, ils sont en CM2, on dit qu'ils sont à la Lune. C'est-à-dire que ça ne se voit pas trop. Ils sont là, ils imaginent, ils écoutent le cours du prof, mais en fait, ils imaginent que ce sont des chevaliers qui courent sur des licornes, etc. Ça ne se voit pas trop. Ça reste imaginaire. Alors que l'étape suivante, l'étape de l'adolescent, si ça vous amuse, sur mon site, il y a un cours complet sur l'adolescent qui s'appelle l'entre-deux, qui est... enfin, il est ce qu'il est, mais bon, il est utile en tout cas. Où l'individu, il est à la fois objet et sujet. Donc il a des mois expérimentaux structurés symboliquement. C'est-à-dire symboliquement au sens où il va jouer. Par exemple, vous êtes en quatrième, vous dites Kevin au tableau, ben, c'est pas Kevin qui se lève, c'est un cow-boy. C'est-à-dire qu'il va jouer symboliquement, on n'est pas dans l'imaginaire, dans le symbolique, il va jouer un rôle dont il pense que ce rôle est nécessaire devant ses pairs. Pairs, P-A-I-R-S, évidemment. Et vous avez des Kevinas en quatrième. Ah oui, mais moi j'adore, ça me fait sourire, parce que d'abord j'étais comme ça, enfin je n'étais pas forcément une Kevina quand j'avais 15 ans, encore qu'on ne sait jamais, mais parce que c'est du jeu. Et si un prof me dit oui, celle-là, elle joue les provocatrices, etc., je dis non, elle joue justement, elle joue. C'est pas grave, elle joue. Vous regardez les gens, ils mettent le survêtement de Benzema et ils se considèrent comme si c'était un athlète du foot. Ce qui est évidemment faux, mais c'est pas grave, c'est un processus identificatoire. Alors déjà, vous avez compris que une fois qu'on est dans une posture identificatoire, la violence apparaît dès qu'on veut vous faire abandonner la posture alors qu'on n'a pas apprivoisé la nouvelle. C'est-à-dire qu'un ado, il est dans l'entre-deux, il est entre deux postures identificatoires, et si on veut lui faire abandonner une posture alors qu'il n'a pas encore apprivoisé l'autre, il est, comme dit Dolto, un homard. Il paraît que le homard, je ne suis pas spécialiste des homards, hein, on est d'accord, mais quand il perd sa carapace pour muer, pendant 15 jours, il est totalement nu. Il n'a pas de carapace, donc il a la proie de n'importe quel brochet ou bestiole quelconque. Et François Dolto comparait l'adolescent à un homard, entre deux postures, entre deux carapaces, eh ben, il est extrêmement vulnérable. Donc il peut être victime d'une meute, d'une situation, du harcèlement, d'un pédophile, enfin voilà, c'est extrêmement efficace et dangereux. Voilà. Et puis on va être un peu optimiste, hein. Allez, ça va être la minute optimiste. Vous êtes adulte, moi aussi. Ça veut dire que on est autonome dans nos choix, donc on est des individus sujets,
ouais, rat lovely, et on a un moi identifié, capable de se prêter aux postures sociales, de dire oui ou de dire non. Je suis optimiste, hein, parce que c'est pas forcément toujours vrai. Voilà. Et puis j'aurais pu ajouter de faire le deuil, c'est-à-dire de renoncer à ce qu'on n'a pas. Donc vous voyez bien que le passage du nourrisson à l'adulte, ça passe par des étapes assez fondamentales, et on peut isoler quelles sont les étapes qui peuvent être manquées. C'est relativement simple. Donc ça, techniquement, on appelle ça la dyade. Je ne sais pas si vous connaissiez le nom. La dyade, c'est l'unité mère-enfant. Quand je dis mère, ça peut être une mère de substitution, hein. Ça peut être une soignante, ça peut être... Enfin, c'est quelqu'un qui est censé vous protéger. Je vous rappelle que moi j'ai vu des gens en soins palliatifs mourir, évidemment, et des hommes de 80 ans, quand ils ont mal, ils appellent qui? Leur mère, jamais leur père. C'est-à-dire que cette dyade, elle vous structure ou vous poursuit, si elle est trop prégnante, toute votre vie. Voilà. Donc ça s'appelle la dyade, et ça s'appelle le ou les tiers séparateurs. Il est bien ce tableau, je trouve. Enfin, je suis narcissique là en disant ça, mais ça veut dire que la dyade, si on n'a pas la dyade, on n'est pas sécure, et on est extrêmement malheureux. Et si on n'a pas de tiers séparateur, eh ben on est scotché à la dyade et on ne sort pas des jupes de sa mère. Eh bien, les émergences de la violence, pour rester dans notre thématique d'aujourd'hui, ben c'est quand quelqu'un n'a pas assez apprivoisé l'altérité. C'est-à-dire que les actes de violence, ils sont quasiment à chaque fois, je ne peux pas dire à 100%, puisque, comme je l'ai dit en introduction, les éléments sont gaussiens, hein, mais sont le plus souvent liés à une inefficacité ou une absence du tiers séparateur. Alors, on peut le voir. Bon, là, je ne vous ai pas en face, mais il m'arrive en amphi de dire tenez, il y a un restaurant pakistanais qui a. Bon, pas en ce moment, hein, il y a un restaurant pakistanais qui a ouvert, ça vous dit? Bah, ceux qui diront ah ouais, il faut essayer, bah, ça veut dire qu'ils ont eu un tiers séparateur qui a fait le job. Ceux qui disent ah non, moi, la nourriture étrangère, j'aime pas trop, et ben c'est que le tiers séparateur, pour X raisons, n'a pas vraiment fait le job. Si je vous dis, pas à vous parce que je ne vous connais pas assez et je ne vous verrai pas assez, mais si je vous dis, tiens, ce serait marrant que je vous explique ce que c'est qu'un calcul intégral en maths, parce que c'est délicieux. Si vous me dites, ah non, moi j'ai toujours été nul en maths, de toute façon ça ne sert à rien, eh ben c'est que le tiers séparateur, il n'a pas franchement fait son boulot. Si je vous dis, ah ben tenez, j'ai une collègue, ma fille d'ailleurs, qui est prof de salsa, elle vient vous faire un stage, on se fait de la salsa. Si vous dites ouais, super, on ne connaît pas, ben, le tiers séparateur a fait le job. Si vous dites oh non, moi je ne connais pas, puis bon, ça sert à rien, j'aime pas danser, eh ben oui, ben c'est que le tiers séparateur n'a pas fait le job. Donc ça veut dire en clair que la plupart des actes de violence, c'est lié à une méconnaissance. C'est-à-dire c'est lié au fait que la personne est projetée dans une terra incognita, dans une terre inconnue, excusez-moi pour l'expression latine, et il se dit je ne peux pas l'apprivoiser, donc je passe à l'acte. Le harcèlement sexuel, ben, si on ne sait pas le vocabulaire du marivaudage, la rhétorique du marivaudage, ben, soit on reste en faisant tapisserie et on ne fait absolument rien, soit on harcèle de manière agressive et d'ailleurs illégale. Il n'y a pas de 36 000 solutions. Donc ce tableau, je vous conseille de le regarder à froid, de le méditer et puis de voir où se passent les problématiques. Vous verrez bien. Hein. Alors pourquoi en général ça pose problème? Parce que quand on fait ce cours-là, c'est comme les cours sur le trouble d'attachement dont on parlera tout à l'heure,
on est tous obligés de se mettre en cause en disant moi j'ai eu quel parent ou alors moi je suis quel type de parent. Donc c'est toujours un peu compliqué. Donc j'espère que vous avez beaucoup le sens de l'humour. Ça aide bien dans ce genre de problématiques complexes. Voilà, vraiment complexes. Alors, éléments supplémentaires, parce que vous aurez à gérer parfois des enfants ou des ados. Alors j'insiste parce que moi je pensais que c'était connu et puis en fait non. Bon, donc autant l'expliquer. Ça c'est une coupe de cerveau. Et je vais aller vite, hein, rassurez-vous. En fait, ici vous avez le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est l'amygdale, c'est le noyau accumbens, c'est l'insula. Bref, ce sont des éléments qui gèrent les émotions. C'est-à-dire que les émotions passent par là. Ça veut dire qu'il y a des modifications de neuromédiateurs, adrénaline, sérotonine, j'en passe et des meilleurs. De taux de glucose qui nourrissent les cellules et taux d'oxygène. Et un enfant, il a son cerveau limbique plus l'amygdale qui est terminé. C'est-à-dire qu'un enfant de 3 ans, il a la même capacité de ressentir une émotion que vous et moi. Donc c'est terminé. Ouf. Sauf que, ici vous avez le néocortex. Le néocortex, qui se trouve là, et je crois que j'ai mis aussi le cortex préfrontal et suborbital, qui, eux, gèrent la raison, c'est-à-dire la comparaison, c'est-à-dire la perception du temps, la capacité de se projeter dans le temps. Ça n'est terminé qu'à 18 ans. Ça n'est terminé qu'à 18 ans. Ça veut dire, si vous dites à un gamin qui est très douloureux, ça ira mieux dans 10 ans, il ne peut pas le penser. Il n'a pas l'équipement pour le penser. Ça veut dire qu'une fois qu'on a compris ça, la seule solution, c'est permettre à ce gamin d'avoir des émotions positives ici et maintenant. Hic et nunc. Autrement dit, ça, le cerveau limbique, ça gère le pathos, c'est-à-dire l'émotion, le sentiment, l'exaltation, la haine, le désir, l'amour, l'amitié, l'envie, etc., etc., c'est géré par le cerveau limbique. Alors que en haut, là, le néocortex et le cortex, ils gèrent le logos, c'est-à-dire la raison, le discours articulé, ce qu'on pourrait appeler la sagesse. Donc vous êtes déjà mûr, si j'ose dire, je ne dis pas vieux, hein. Donc vous avez un néocortex qui est parfaitement en ordre de marche, un cortex préfrontal qui est parfaitement en ordre de marche, et un cerveau limbique et l'amygdale qui est parfaitement en ordre de marche. Quand vous avez des gens en dessous de 18 ans, ce n'est pas le cas. Alors, ça peut être le cas, parce que c'est gaussien, il y a des métabolismes qui sont mûrs très tôt, dès 15 ans, mais globalement, ce n'est pas le cas. Donc c'est intéressant parce qu'il y a un certain nombre de discours normatifs et logiques qui n'ont pas de sens. Bon, vous remarquez, pour les adultes non plus, hein, la profession qui fume le plus, ce sont les pneumologues. Ce qui me fait hurler de rire, mais hurler de rire. Parce que ce sont les premiers à savoir, via le logos, via le néocortex, via le cortex préfrontal, que cigarette et survie, ça ne fait pas bon ménage. Comme quoi, le cerveau limbique, il continue à avoir une importance fondamentale. Fondamentale. Bon, je passe, mais s'il y a des questions, vous me les envoyez, je vous réponds, évidemment, dès que je peux. Alors, par rapport au comportement réel ou mimé, ça, c'est une photo de classe de 2008 dans ces eaux-là. Ça, c'est une photo de classe de 54. Ben, vous remarquez que dans une photo de classe, chacun est sommé, alors consciemment ou non,
d'avoir un comportement. Et alors, ce qui est extraordinaire, alors, je ne sais pas si vous le savez, je vous le dis rapidement, chaque groupe sécrète en son sein les mêmes postures. Je le redis, chaque groupe sécrète en son sein les mêmes postures. Ça veut dire que vous prenez la photo de droite et la photo de gauche, vous regardez avec une loupe, enfin en grossissant, et vous allez repérer des comportements de type rêveur, de type docile, de type contrevenant, de type... vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Ces deux classes, celle de 2008 et celle de 54, ont produit les mêmes comportements, les mêmes postures. Et alors le gars, imaginez qu'on divise chacune de ces classes en deux, eh bien les nouvelles moitiés, il y aura donc 4 moitiés, en leur sein, produiront les mêmes postures. Je ne connais pas votre promotion, et sans doute je ne la connaîtrai jamais en réel, tant pis pour moi. Mais il y a fort à parier que votre promotion comporte en son sein, c'est-à-dire à générer en son sein des postures analogues. Eh bien, dans ces postures, il y a des postures de contre-pouvoir, et je dirais même qu'il y a des postures de violence mimées. Pas forcément de violence réelle, mais de violence mimée. C'est pareil, il y a un cours sur la dynamique de groupe, si ça vous amuse, vous allez voir, ça peut être intéressant. Quand je fais le cours au CHU, donc à côté de l'IRTES, je démarre par une analyse, vous allez rire, du chant 1 de l'Iliade d'Homère. Alors les étudiants sont un peu surpris. Eh ben non, le conflit entre les chefs grecs qui vont aller faire la guerre de Troie a les mêmes lois qu'une classe de 5e, qu'une promotion de l'IRTES, qu'un groupe de charcutiers traiteurs ou qu'un gouvernement. Ça se coupe en général quand on perçoit ça. Ça se coupe. Vous prenez par exemple que des gens, vous prenez dans une classe, on l'a fait, hein, dans 6 classes de 6e, vous prenez tous les gens considérés par les profs comme étant timides et introvertis. Vous faites un groupe classe avec ces élèves-là. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un mois? La classe a sécrété en son sein des leaders, des contre-leaders, des gens en position dépressive, en position persécutive, en position hystérique, enfin, l'ensemble des positions possibles. À l'inverse, vous prenez des classes d'élite. Moi, j'ai eu la chance, ou la malchance, de commencer à bosser comme prof en région parisienne, avec des super bonnes classes. Et ma grande surprise, ça a été de voir que les super bonnes classes généraient en leur sein 20% de fumistes. J'irai même plus loin. Donc, moi, je suis à l'école doctorale de Marie Curie. C'est là où les gens préparent leur thèse. On pourrait se dire, ils ont tous Bac+12, ils sont tous bosseurs, c'est impossible, et un séminaire à ce niveau-là, il n'y a rien à faire. Ils bossent, on n'a rien à faire. Eh bien non, le groupe sécrète en son sein 20% de fumistes. Donc des gens qui font la fête, qui picolent, qui fument du hakik, alors que les mêmes, 2 ans avant, étaient dans leur groupe d'origine des leaders extrêmement bosseurs. Eh bien, dans ces comportements, il y a des comportements agressifs et violents. Vous devez le connaître, je ne sais pas si vous avez de l'humour, j'ose espérer. Hein. La prochaine réunion à laquelle vous assistez, réunion institutionnelle, vous écoutez attentivement. Eh bien, en général, 10 minutes avant la fin de la réunion, quelqu'un dit, de manière un peu agressive, « Oui, c'est bien joli tout ça, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait ?» Il y a toujours quelqu'un qui dit ça. C'est pas toujours le plus futé, d'ailleurs. Ça veut dire que
potentiellement, il est dans la quérulence et potentiellement, il va se plaindre des chefs qui ne savent pas faire, des directeurs qui ne savent pas faire, des profs qui ne savent pas faire, de l'institution qui ne sait pas faire, de l'ARS. Là, moi, je m'occupe de l'analyse de la pratique dans les centres médicaux. Putain, mais l'ARS en prend plein la tête, quoi. C'est hallucinant. Ça devient le grand autre. Ça et les ministres, c'est le pied intégral. Un bouc émissaire. Donc, c'est intéressant que vous réfléchissiez en disant, la personne que j'ai en face de moi, dans quel groupe elle est passée, dans quel groupe en 5e, en 4e, en 3e, dans quel groupe familial elle passe, et moi, mon boulot, ça va être d'essayer de faire parler la vraie personne, et pas forcément la posture qu'on a en face de soi. Donc, dissocier très clairement la posture. Donc là, vous êtes ceux et celles que je vois, vous avez une posture d'étudiant sérieux, et moi j'ai une posture de prof, mais ça ne dit rien sur ce que vous êtes réellement, ce que Platon appelle l'ousia, et ça ne dit rien de ce que je suis réellement. D'où l'intérêt de se dire, le comportement que j'ai en face de moi, est-ce qu'il est mimé ou est-ce qu'il est réel? Et si un jour vous avez le temps, prenez ces deux photos qui sont devant vous, et vous allez retrouver, c'est pris au hasard, hein, et vous allez trouver les mêmes fonctions. Il y a le rêveur ou la rêveuse, il y a le bon élève sage, il y a le potentiel marrant, pitre, il y a tout. Comme dans n'importe quelle classe. Je dois avoir 200 ou 300 photos de classe que j'ai récupérées partout, parce que ça m'arrive d'utiliser ça en TD pour analyser. Moi, on ne va pas le faire, mais faites-le et vous allez vous amuser, quoi. Vous allez rire. Surtout si vous demandez, moi, qu'est-ce que je suis? Demandez-vous, vous, ce que vous êtes dans la promotion. Alors là, j'ai mis des images identificatoires. C'est-à-dire que, souvenez-vous, quand vous aviez 14, 15, 16, 17, 18 ans, ben, peut-être que vous avez besoin de vous identifier à ces personnages, ces looks, ces modes de fonctionnement, apprendre évidemment au second degré. Quand je négocie avec des ados qui ont un anorak, un bonnet, qui parlent comme ça, je sais que c'est un rôle qui me joue. Et je respecte ce rôle, mais je veux atteindre ce qu'ils sont vraiment, ce qu'il y a dessous. Il y a le rôle, et puis dessous, il y a ce que Platon appelle l'ousia, c'est-à-dire leur essence propre, ce qu'ils sont vraiment. Et d'autres images identificatoires, d'autres images identificatoires, d'autres images identificatoires. Non mais comme je bosse avec des gens de Daesh, j'ai mis ça parce que je trouve ça ironique, un peu sarcastique, mais voilà. Ça plombe un peu l'ambiance, ça. Hein. Alors, la construction de l'identité, elle passe par des identifications successives. Modèles, archétypes sociaux ou discours alpha. Discours qui expliquent le monde de manière simplifiée. Et vous, dans les résolutions de conflits, que ce soit des violences physiques, des violences morales, l'idée c'est que vous arriviez à déconstruire l'aspect artificiel des postures. Ce qui vous demande d'être subtil, hein. Enfin, on va dire que vous l'êtes. Alors, les modèles dont on parlait tout à l'heure, j'avais une question sur les modèles, par les neurones miroirs. Oui, c'est un dessin que j'ai trouvé, ça ne fonctionne pas par des ondes, mais au moins c'est clair. Et les deux photos, les trois générations ont la même démarche par modélisation. Le gamin, il ne sait pas qu'il imite. Hein. Et le fils non plus, et le grand-père non plus. Ils ne savent pas, mais ils le font. Et les neurones miroirs, c'est donc des agents principaux de la mimésis, qui veut dire imitation. Ils se développent avec l'entraînement. Plus on est entraîné, mieux ça fonctionne.
si vous faites de la danse, du sport, des arts martiaux, de la musique, mais l'essentiel de vos progrès sera lié à la mimésis. L'essentiel. Plus, alors c'est ce qui est un peu parfois gênant, plus qu'à la pédagogie. C'est terrible, hein, parce que le discours rationnel est moins pertinent que l'imitation. Alors, chaque fois que vous avez progression, il peut y avoir inhibition. Et alors, on sait que ce qui inhibe les neurones miroirs, c'est le stress. Ça veut dire que si vous créez dans votre bureau, dans votre métier, une atmosphère stressée et angoissante, eh ben, vous ramenez l'autre à sa posture, il ne pourra pas vous imiter. C'est la peur, autrement dit, vous le savez sûrement, hein, dans un travail en tant que travailleur social, vous devez, dans un premier temps, l'urgence, c'est mettre les gens dans un milieu sécure. D'aller protéger d'un père batteur, d'un oncle incestueux, d'un harceleur collégien. C'est essentiel que les gens soient sécures. Et souvent, moi je râle un peu parce que je vois des professionnels qui oublient ça, qui stressent les gens en disant mais attendez, vous stressez un môme qui est déjà stressé par toute sa famille et l'école, c'est proprement scandaleux. Donc pensez à, vous le savez normalement, mais j'aime autant le rappeler, l'insécurité et le stress, ça inhibe les neurones miroirs, donc vous laissez les gens dans leur code à eux. Si on veut apprivoiser quelqu'un à un code socialement acceptable ou disons plus universel, il faut impérativement qu'il se sente sécurisé. Et puis, troisième élément, qui est plus compliqué, moi j'avoue que même dans les analyses de la pratique, on a du mal à analyser cela, c'est une anxiété diffuse. C'est-à-dire que vous avez des lieux qui sécrètent une anxiété diffuse. Ça s'appelle une atmosphère ou une éthos, si on prend le mot grec, enfin, peu importe, anxiogène. Mais vous devez le savoir, vous avez été à l'école, au collège, au lycée, et puis maintenant à l'IRTES, vous avez des lieux, vous avez des cours qui sont baignés d'une anxiété diffuse. Et on a vérifié que quand vous avez cette anxiété diffuse, le cortex préfrontal et suborbital, qui gère l'apprentissage, il fonctionne moins bien, parce que devant l'amygdale, il y a une zone qui s'appelle le noyau accumbens, qui se met à ne plus fonctionner. Autrement dit, si je veux apprendre à quelqu'un des maths, de l'anglais ou de la psychologie, et si je lui pourris la vie, son cortex va se fermer. Et il va se fermer parce que les neuromédiateurs vont irriguer l'insula, qui est une petite zone du cerveau devant l'hippocampe, là, c'est à 2 cm devant l'hippocampe, juste devant, et qui va dire au cortex, ferme-toi, c'est trop dangereux. Vous avez déjà vu des élèves, ça a dû vous arriver, qui sont au tableau, ils se font pourrir la vie, et ils deviennent neuneux complets. C'est-à-dire que leur cerveau, ou bien il se tunnelise sur un détail, il voit un détail seulement, ça s'appelle la tunnelisation, ou bien ils ne comprennent plus rien, ça s'appelle la viscosité cérébrale. Et une des manières de sortir de cet état-là, c'est la violence. C'est de dire, ouais, vous me faites chier, c'est de renverser le bureau du prof, etc. etc. C'est parce que, en amont, on a créé un sentiment d'insécurité ou de peur. Il y a actuellement des problématiques avec la police, aussi parce que les policiers, au lieu d'être le cadre de la loi, ils gèrent une atmosphère, c'est pas forcément de leur faute, hein, mais de peur et d'anxiété diffuse. Donc ça rend les gens forcément hargneux, puisque l'insécurité empêche le cortex de fonctionner. C'est clair ? Vous avez l'air de comprendre. Et puis dévalorisation, hein, quelqu'un qui est dévalorisé, qui n'est pas narcissisé, son cortex va fonctionner moins bien. On a malheureusement, les neuroscientifiques qui font des expériences avec nous, on bosse ensemble évidemment, on met les gens en situation et on regarde quelles sont les zones du cerveau qui consomment du glucose à haute dose, c'est-à-dire que ça fonctionne,
ou de l'oxygène à haute dose, ça fonctionne, et quelles sont les zones du cerveau qui se mettent à moins consommer de glucose et d'oxygène, donc qui dysfonctionnent. Voilà. C'est imparable à voir. Alors, toujours dans les modèles, bon là c'est vite fait, ça ne demande pas... voilà en gros des modélisations comportementales, on va dire positives, qui rendent les gens à la fois avides de l'altérité et puis relativement heureux. Bon, j'ai mis ça au pif, hein, j'ai pas... Voilà. Et puis j'ai mis en bas d'autres types de modélisation. Le beauf avec sa bière qui regarde la télé, il a modélisé des choses un peu bizarres. Celui-là, s'il modélise la hargne, la rage et la triche, ça passera pas. Celle-là, qu'est-ce qu'elle va modéliser? On ne sait pas. Celle-là non plus. Celle-là non plus. J'ai repris les mêmes que tout à l'heure. Hein. Donc, celui-là non plus, enfin, etc., etc. Les anges de la télé-réalité, c'est super comme modèle hein, quand on a 12 ans. C'est le pied. Hanouna, c'est une modélisation extraordinaire. Voilà, etc. Donc, j'insiste pas parce que ça, vous avez suffisamment de culture pour le voir. Alors, une erreur classique, mais vraiment classique, c'est la confusion entre l'identification, c'est une étape qui est jouée, qui est explorée de manière opportuniste. On appelle ça un faux self. Par exemple, quand vous voyez quelqu'un qui a une attitude violente, ouais, avec son bonnet ou sa casquette, son gros anorak alors qu'il fait 25 dans la pièce, et puis une attitude hargneuse, mais non, il joue la posture qu'il pense devoir jouer, et peut-être aussi qu'il n'en connaît pas d'autres. Peut-être aussi qu'il ne connaît pas d'autres. Techniquement, cliniquement, on appelle ça un faux self. Un faux self, ça veut dire que, alors on a tous joué à ça, hein, on se met dans un rôle et on le joue. Alors quand on est adulte, on peut le jouer, c'est pas bien grave pour le moi, parce qu'on sait qu'on existe. Quand on est adolescent et ou mal identifié, eh bien, on croit que le faux self, c'est sa vraie personnalité, et quand le réel ne marche pas, on explose. La mécanique du passage à l'acte, de l'agressivité, c'est ça. Donc ça a dû vous arriver de jouer des faux selfs, de jouer, je ne sais pas, la bonne élève, le bon élève, voire le rebelle, la séductrice, le timide, l'introverti. Ben, je vous passe tous les personnages. Si vous voulez, relisez les caractères La Bruyère, c'est une typologie des personnages qui est tout à fait chatoyante et bien décrite. Puis on change. On change quand on change de lieu, on change quand on change de structure, on change quand on change de lien affectif avec quelqu'un. Tomber amoureux, c'est forcément s'interpénétrer avec l'autre, donc avoir des modifications de posture, donc d'avoir un écart par rapport au faux self que l'on jouait. Donc ne pas confondre, disais-je, l'identification et l'identité qui est le moi intime, qui se clarifie et peut se rapprocher du théâtre social, réfléchir et négocier. À condition d'avoir une boîte à outils linguistique et comportementale suffisante. Si vous n'avez pas cette boîte à outils linguistique et comportementale, alors vous êtes scotché, si j'ose dire, vous êtes collé, vous êtes contigu au rôle que vous suiviez. Alors, cette erreur, elle est commise par l'individu lui-même, et puis elle est commise par autrui. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà en stage eu à recevoir des familles, mais quand vous dites à une maman, vous pouvez me parler de votre enfant, souvent elle va définir le faux self dont elle voudrait que son enfant soit l'écho. Une maman qui me dit oui, mon fils il est timide, il n'ose pas faire les choses, il est peut-être trop sage parfois. Bon, ça peut être
vrai. Mais le plus souvent, c'est le faux self que l'enfant croit devoir jouer de manière opportuniste dans le milieu familial. Il y avait une pub autrefois, elle a disparu, organisée par la fédération de rugby, je ne sais pas si vous l'avez en tête, où vous voyez deux parents disant notre fils il est un peu timide, il n'ose pas se mouiller, etc. Et il y avait en insert des plans où le môme jouait au rugby, prenait des risques, était félicité par ses copains, avait plein d'amis. Autrement dit, l'enfant avait développé un faux self dans le cadre familial parce que ça l'arrangeait à un moment T, et puis un personnage, qui peut aussi être faux d'ailleurs, auprès de ses camarades. Alors la pathologie, c'est clair, d'où l'émergence de la violence quand ça explose, c'est quand on s'enquiste, je vais le redire après, quand on s'enquiste dans un faux self. Ça a peut-être pu vous arriver parce que vous avez plus de la vingtaine, c'est-à-dire que vous prenez un personnage, qui est un faux self, vous le savez, et vous enquistez dedans, et vous apercevez avec stupeur que ce personnage ne correspond plus à la réalité. Donc, ou bien vous vous isolez, et ça devient un peu triste pour vous, ou bien vous changez de self. Par exemple, des gens, après le bac, il y a des gens qui ont eu un faux self très normé dans leurs études au lycée, puis arrivé en fac, ils découvrent la vie étudiante, le BDE, le bureau des étudiants, les fiestas, etc. Et ils virent leur cutie, on disait au XVIIe siècle, ils jettent leur gourme et émergent à d'autres manières d'être au monde. Alors ça peut être aussi un faux self, parce qu'il y a aussi un faux self étudiant. Et puis arrivés en conjugalité, ils peuvent aussi jouer un faux self de la bonne épouse ou du bon époux. Et le jour où ça explose, ça s'appelle séparation, ça s'appelle divorce, ça s'appelle crise. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il fallait être authentique tout le temps. Hein? Au contraire, la transparence, j'ai tendance à m'en méfier, moi. Mais l'idée, c'est de se dire, je joue le faux self. Si jamais on se rend compte, quand je viens du jury au CHU, j'aurai une cravate, voire un nœud pape, une chemise blanche, enfin voilà, parce que ça fait partie du jeu. Mais c'est un faux self que j'accepte de jouer quelques heures par mois, c'est tout. Et quand vous allez recevoir des familles, des enfants, des groupes, des meutes par exemple, des groupes d'adolescents, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'ils me font comme scénario, quel est leur faux self, et comment moi je peux les amener à avoir un discours qui nous rapproche, eux en tant qu'individus, ou en tant qu'équipe, ou en tant que meute, et moi en tant que représentante ou représentant d'une institution. C'est-à-dire avec normalement un langage normé, un dispositif normé, des protocoles normés, des gestions de la souffrance normées. Et la violence va apparaître quand vous n'arriverez pas, ou quand la société n'arrivera pas à mettre en évidence un langage qui soit commun, et donc les gens vont se replier dans leur langage de mini-groupes, de communautés. C'est pour ça que les psys, de manière quasi générale, sont contre les communautés, parce qu'on en voit plus les inconvénients que les avantages. Les replis communautaires, c'est terrifiant. Terrifiant. Du point de vue du psychisme, on est bien d'accord. Hein. Pour se protéger, ça peut être bien, et pour échanger, c'est raté. Alors, mais pourquoi il n'y a rien? Je terminerai ce point-là. La phrase n'est pas de moi, j'aurais adoré l'avoir inventée, mais c'est d'André Gide. Mais bon, lui, il est génial, c'est triste, enfin c'est bien pour lui. Ne confondez pas charpente. La charpente, c'est le vrai moi, et échafaudage, c'est-à-dire le faux self.
La charpente, elle est endogène, c'est ce qui vous structure. L'échafaudage, c'est nécessaire aussi, mais c'est exogène. Alors, dans l'idéal, hein, on pourrait dire, mais oui, mais tous, nous avons eu des périodes identificatoires, et maintenant vous êtes adulte, moi aussi, vu mon grand âge, donc j'ai mon identité, et vous aussi, et on n'en est plus à avoir des étapes identificatoires. En réalité, c'est plus compliqué. On a régulièrement des investissements vers des étapes identificatoires, et quand on voit que ça ne marche pas, c'est-à-dire quand il y a dissonance cognitive, c'est-à-dire écart entre ce qu'on voudrait être pardon, et ce qu'on est, eh bien, il y a des mécanismes de violence contre soi. Les scarifications des adolescents ou adolescentes, les prises de risque des adolescents et adolescentes, eh bien, c'est une manière d'essayer de faire coïncider la posture qu'on voudrait avoir et le réel. Et des fois, ça ne marche pas. J'ai déjà cité Lacan tout à l'heure, une deuxième phrase de Lacan, le réel, c'est ce qui cogne. Le réel, c'est ce qui cogne. C'est-à-dire que le rapport au réel est un rapport qui peut être un rapport extrêmement blessant. Alors, là, je propose, il est moins 20. Je propose qu'on se quitte là et qu'on se voit dans 2 jours. Mais ce qui m'intéresserait vraiment beaucoup, serait que vous m'envoyiez massivement, mais massivement, hein, si j'en ai trop, je ne me plaindrai pas, au contraire, des études de cas que vous avez rencontrées, soit dans la pratique du métier, si vous avez fait des stages, soit dans votre biographie. Évidemment, quand je les citerai, j'anonymiserai les prénoms, rassurez-vous. Je ne dirai pas vos vrais prénoms et vos vrais noms, bien évidemment, de manière à ce qu'on puisse utiliser les outils qu'on va continuer à voir dans 2 jours pour analyser des situations réelles et trouver des sorties de crise autres que celles qui se sont passées. Donc n'hésitez pas, vous avez mon adresse, comme je ne vous connais pas en plus, c'est intéressant. Normalement, il y aurait dû y avoir un questionnaire, et puis bon, ça n'a pas fonctionné, il y a eu les vacances, il y a eu le... Enfin bon, bref, peu importe, on va se débrouiller autrement. Envoyez-moi, si possible, le plus tôt possible. Alors, soit pour dans 2 jours, soit quand on se reverra une semaine plus tard. Mais moi, je préférerais nettement utiliser les études de cas que vous envoyez vous. J'en ai, mais autant que ce soit les vôtres. D'autant plus qu'on peut avoir des surprises. J'avais un groupe, bon, c'était des étudiants en pédopsie, mais ça revient au même. Et moi, je m'attendais à ce qu'ils m'envoient des situations de violence physique ou morale. Et en fait, pour eux, la situation la pire violence, c'était la mélancolie. Et moi, à l'époque, je ne l'avais pas intégré dans mon cours. Donc, à force de lire leurs demandes, je me suis dit, ok, ce qui les angoisse, c'est la mélancolie. C'est quelqu'un qui est replié. Autrement dit, c'est quelqu'un qui est dans la sphère autistique. C'est ça qui, pour eux, était la violence extrême. Donc, comme je ne suis pas idiot, je vais traiter ce que vous demandez. Par exemple, récemment, des gens m'ont demandé, dans un séminaire sur la violence identique au vôtre, ils ont voulu qu'on parle de la violence, du harcèlement via Internet. C'est pas trop mes spécialités, donc j'ai demandé à des collègues qui sont plus férus de ces choses-là comment ça fonctionnait. Et j'ai répondu à la demande. Donc plus vous m'enverrez de cas ou de questions, plus je répondrai, dans la mesure de mes connaissances, dans le sens que vous voudrez.
Et rassurez-vous, même si j'ai 150 récits, ça ne me gênera pas de les dépouiller. Je ne pense pas que j'en ai 150, mais allez-y, hein, allez-y, allez-y. On est d'accord sur sur le principe? J'ai un petit peu de mal à comprendre ce que vous attendez exactement. Alors, oui, j'attends, c'est peut-être pas clair en effet, j'attends que vous me disiez, que vous me narriez des situations de violence qui vous ont marqué, qui vous ont voire choqué, voire traumatisé, et dont vous dites, bah là, où l'institution ou les professionnels n'ont pas forcément bien géré les choses. Voilà. Donc ce qui m'intéresse, c'est qu'on travaille sur les échecs. Pédagogiquement, ça m'intéresse. Quand on travaille sur les... moi, j'aime bien travailler sur les erreurs. Mon séminaire à l'INSERM porte sur les erreurs chirurgicales et médicales. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on n'arrive pas, parce qu'on est soi-même un peu marqué, on n'arrive pas à avoir une arborescence. Alors, je m'explique. On verra ça la prochaine fois, mais je peux déjà commencer. Quand vous avez une situation donnée, si vous êtes formé et au mieux de votre forme, vous allez avoir une série d'arborescences. Donc, une arborescence, c'est comme un arbre, avec une dizaine de solutions possibles, chacune se divisant en 2 ou 3. Autrement dit, plus vous êtes performant ou performante, et plus vous envisagez un nombre de voies possibles nombreuses. Et à l'inverse, plus vous êtes stressé ou moins vous êtes cultivé, moins vous avez de branches à l'arborescence. On va dire quelqu'un qui me dit « moi j'ai qu'une solution », aïe 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 aïe, ça veut dire qu'il n'en a manifestement pas assez. Donc pour avoir une arborescence importante, il faut avoir réfléchi aux situations pourries, c'est-à-dire aux situations sulfureuses, aux situations qui ont raté. Dans mon boulot, moi l'an dernier, il y a eu 2 négociations qui ont un peu raté. Un mec qui a sorti un marteau et puis une autre qui a sorti un couteau. Ben, on a revu ça avec mes chers collègues pour voir qu'est-ce qui avait fait que j'ai vu un peu tard qui était le leader du groupe. J'ai vu un peu tard qui allait exploser. Bon, c'était marginal, ça n'a pas dégénéré, mais c'est vrai que le coup prochain, on aura en tête des symptômes nouveaux. Un bon médecin, vous arrivez en toussant, si vous regardez en 2 minutes en disant ok, vous avez une bronchite, allez-y, prenez ça, c'est pas un bon médecin. Normalement, il va se dire est-ce que c'est une bronchite, est-ce que c'est asthmatiforme, est-ce que c'est viral, est-ce que c'est microbien, est-ce qu'il y a une tumeur, est-ce que ça ne peut pas devenir une pneumonie ou une pleurésie. Ça veut dire qu'il va avoir un éventail large. Et plus on est bon dans un métier, plus on a un éventail large, c'est-à-dire une arborescence de voies possibles. Autrement dit, on apprend ces voies possibles qu'en analysant les échecs. Parce que les réussites, on se dit, ouais, c'est bon, je fais ça et ça marche. Mais dans la vraie vie, non, c'est pas aussi simple. Est-ce que je suis plus clair là, dans ce que je vous demande? Oui. D'accord. Et mais ça peut être, l'an dernier, une de vos collègues, comme situation, finalement, ça nous a bien occupé, il y a 2 ans, je ne sais plus. Elle avait assisté à une scène au supermarché un samedi après-midi, où des mômes de 3 ans prennent une fessée monstrueuse. Et elle n'a pas su quoi faire, quoi dire. Parce que les gamins n'étaient peut-être pas bien élevés, et puis arrivés devant les caisses, ils ont voulu des chewing-gums, des chocolats, les parents ont explosé alors qu'ils avaient tout supporté, et c'est une situation, au début c'était surprenant, et en réalité, à partir des solutions possibles à cette situation-là, qui n'est pas une situation professionnelle, mais qui met en jeu des schémas classiques, là, on a bien avancé dans l'analyse de ce qu'on pouvait faire quand une situation est de ce type-là. De la même manière, quand vous avez là je ne vous verrai pas en réel, mais si jamais on se voit un jour, on pourra faire des micro-théâtres, des jeux de rôle,
où vous recevez, c'était vos collègues qui faisaient ça l'an dernier ou il y a 2 ans, je ne me souviens plus, mais il y avait des choses intéressantes, où vous, assistante sociale, vous recevez 2 parents et un enfant et un adolescent, et le père prend le pouvoir sur tout le monde. Donc, quelle est votre diplomatie pour dire à la dame, écoutez, madame, je préfère vous voir toute seule, monsieur, vous allez attendre dans le bureau d'à côté, comment isoler l'enfant, etc. Et parfois, ça ratait, donc c'était pas crédible, on les a dit, attends, ça marche pas ton truc, et jusqu'à ce qu'une de vos collègues, j'ai bien en tête en plus, a trouvé une solution crédible, astucieuse, voilà. Ça veut dire que ça a permis d'éliminer des voies qui ne marchaient pas et d'ouvrir plusieurs voies dont la chance d'opportunité était maximale. J'espère être clair. Non, mais si je ne suis pas, vous me le dites. Et si vous avez des questions, indépendamment des études de cas, sur un point précis où je serais allé trop vite, où j'ai trop simplifié, au contraire compliqué, vous me le dites et après-demain, je démarre sur le rendu et les réponses de ce que vous m'avez envoyé comme question ou comme étude de cas. On fait comme ça ? Mais écoutez, je vous salue. Et puis, allez, à bientôt. Bonne soirée à vous. Au revoir.